Bon, donc, bienvenue à cette session et puis bienvenue aussi à ceux qui nous regarderont plus tard, parce que je sais qu'il y a quelques personnes qui veulent regarder la vidéo par la suite, donc c'est enregistré, tout va bien. Donc, je suis super content de faire cette session pour l'Agnénib, étant moi-même ancien Énibien. Ça me fait très plaisir de parler un petit peu de ce qui me passionne depuis quelques années à mes pairs, en fait. Donc, on va parler de la suite élastique. D'abord, donc, je me présente, donc, je m'appelle David Pilato et après l'ENIB, je suis rentré dans une SS2I pendant quelques années. Après, je suis rentré chez SFR et après, je suis revenu chez Vivendi via un rachat d'une start-up. Et puis surtout, après, pendant 8 ans, à partir de 2005, je suis rentré à la douane. Et là, j'ai travaillé sur certains projets super intéressants de dédouanement, de contrôle, enfin, des projets informatiques super chouettes. Et notamment pendant ces 8 années passées en douane, c'est là où j'ai découvert Elasticsearch. Je l'ai mis en place sur un des projets. Et je vais avoir peut-être l'occasion de vous citer quelques use cases qu'on a pu couvrir à la douane pendant la session. Voilà, donc, et ensuite, je suis rentré chez Elastic en 2013, donc ça va bientôt faire 9 ans. 9 ans? Ça fait 9 ans? Ouais, bientôt 9 ans. J'y suis. Et je suis toujours animé par la même passion que ce que j'ai découvert quand j'étais en douane, en fait. J'ai un compte Twitter qui s'appelle Dadouné, mais le compte à suivre, c'est surtout Elastic.fr si vous voulez être au courant de ce qui se passe au niveau de la communauté francophone. Je vous parlerai de la communauté à la fin. Et puis là, vous trouvez mes différents emails. Et je suis de la promo 94, ouais, c'est ça. Alors, pour vous dire ce que c'est que la suite élastique, c'est la suite donc logicielle qui est éditée par la société Elastic pour laquelle je travaille. Elle est composée de plusieurs éléments. Une couche, la couche qui est en vert ici, vous voyez, c'est le cœur de la stack, c'est le moteur de recherche, c'est ce qui s'appelle Elasticsearch. Et ça, c'est ce sur quoi on va se focaliser aujourd'hui pendant la session. Donc, c'est un moteur d'indexation et de recherche. On envoie à travers une interface REST JSON des documents au format JSON et ces documents sont stockés, indexés. On est capable de chercher et de faire des analyses en temps réel sur des volumes de données qui sont super impressionnants. C'est scalable de façon horizontale. Ça veut dire qu'on peut rajouter des nœuds, avoir des pétaoctets de données indexées et toujours chercher dans des temps assez records dans ce moteur de recherche. Au-dessus de tout ça, on a une interface qui s'appelle Kibana, qui permet d'explorer, visualiser, aussi d'avoir des applications, des solutions qui peuvent tourner sur la plateforme. Donc Kibana, ça on va le voir un petit peu tout à l'heure, enfin pas mal d'ailleurs. En dessous, on a une couche en bleu qui est une couche d'intégration. Je vais vous en parler un petit peu plus en détail dans le slide suivant, où vous avez des collecteurs de données en fait, qui vont permettre de collecter de la donnée, de la modifier, de la transformer avant de l'indexer dans Elasticsearch et puis ensuite la visualiser éventuellement dans Kibana. Au-dessus de tout ça, enfin, ou avec tout ça plutôt, on édite 3 solutions dont je vous parlerai à la fin, qui sont Enterprise Search Observability et Security. Et le tout est déployable, soit vous téléchargez la distribution et vous l'utilisez sur vos machines, vos postes de développement, vous l'utilisez en production sur vos serveurs de prod, soit vous utilisez notre offre cloud. Je vous montrerai tout à l'heure toutes les démos que je vais faire tournent sur notre offre cloud, mais c'est exactement la même façon si vous le faisiez tourner en local, ou alors une version un peu hybride des deux. Alors, je vous ai parlé un petit peu architecture. Je vous ai dit qu'en fait, avec la suite élastique, on a des composants qu'on appelle maintenant un peu des agents qui sont capables de collecter différents types de données. Donc, par exemple, si on veut collecter des logs, des fichiers de logs, on va utiliser FileBit pour faire du streaming des logs vers Elasticsearch. Ça va être indexé ici et puis on va pouvoir visualiser tout ça dans Kibana. MetricBit, ça va être les métriques de la machine, les métriques des applications qui peuvent être monitorées. PacketBit, c'est une espèce de Wireshark sur la carte réseau. On va en fait se mettre à l'écoute de la carte réseau, on va décortiquer les protocoles qu'on connaît et puis on va indexer ça dans Elasticsearch pour ensuite pouvoir avoir des visualisations, faire des enquêtes, si on fait de la sécurité par exemple, ce genre de choses. WinLogBit pour les événements Windows, AuditBit c'est pour tout ce qui est audit de sécurité. EarthBit c'est une sorte de ping de vos services. Vous voulez vérifier que vos services sont toujours up et répondent dans un temps suffisant. Vous mettez des petits agents Heartbeat qui vont sans arrêt aller vérifier que vos services tournent et tout ça, vous allez pouvoir visualiser dans une application dédiée dans Kibana. Vous pouvez non seulement envoyer vos données dans Elasticsearch, mais vous pouvez aussi les envoyer dans Logstash. Donc, Logstash, c'est quoi? C'est un ETL. Un ETL, ça permet de faire de l'extraction depuis une source, de la transformation à la volée, du chargement vers une destination. Une des destinations étant Elasticsearch, mais vous pouvez aussi envoyer vos données vers autre chose, vers des
que de messagerie Kafka, vers je sais pas, l'archivage S3, voilà, vers plein de destinations possibles. Les composants bits peuvent écrire aussi dans des queues de messagerie Kafka que vous pouvez consommer depuis Logstash. Vous pouvez aussi aller lire depuis Logstash un data store, Twitter, que sais-je encore. Enfin, voilà, c'est très, très flexible comme architecture. Et Elasticsearch, vous pouvez le consommer avec Kibana, vous pouvez le consommer avec des clients que nous avons développés, le client Java, par exemple, ce dont je vais utiliser pour ma démo. Là, c'est ce que j'utilise, ce que je développe en Java. Et puis sinon, des interfaces en AngularJS, qu'importe, qui vont me permettre d'aller lire directement aussi et de requêter Elasticsearch. Nous avons différentes offres et tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui est basé sur l'offre standard gratuite basique. Donc, tout ce que je vous montre est dans l'offre gratuite. Je ne suis pas un commercial, je suis un développeur, je m'appelle un évangéliste. Donc, moi, mon but, c'est que vous téléchargez la version gratuite, vous l'essayez, vous faites un POC avec les données que vous avez, éventuellement vous allez en production. Et si vous avez fait ça, je suis heureux. La partie commerciale, c'est mes collègues qui s'en occupent, ça n'est pas du tout moi. Avec la partie commerciale, on débloque des fonctionnalités supplémentaires. Par exemple, si vous voulez vous interconnecter avec un annuaire LDAP d'entreprise, ben voilà, c'est des fonctions plus entreprise. Donc, c'est le genre de choses qui vont nécessiter des licences commerciales, par exemple. Faire du machine learning pour trouver automatiquement des anomalies dans vos données temporelles, par exemple, plutôt que d'avoir à surveiller des choses qui sont des fois même pas visibles. Voilà, donc ça, c'est plutôt la partie commerciale. Donc, sauf si je vous le dis pendant la session, tout ce que je vous dis est dans la version gratuite. En parlant de gratuit, nous avons à votre disposition des trainings qui sont gratuits sur notre site. Donc, vous allez sur training.elastic.co et là, vous avez tout un tas de quick start pour démarrer, voilà, des petits trainings de 2 heures pour comprendre comment ça marche, etc. Et après, il y a des trainings aussi payants, mais bon, ça, c'est autre chose. En tout cas, vous avez pas mal déjà de ressources disponibles. Alors maintenant, j'enlève ma casquette un peu commerciale, là, finalement. Et maintenant, je vais vous parler un petit peu plus technique. Ma prise de contact, moi, avec Elasticsearch était, quand j'étais à la douane, typiquement, j'avais un cas d'utilisation où je devais chercher des éléments dans une base de données. J'avais mis sur mon projet une base de données relationnelle. Alors là, c'était une base Oracle à l'époque, dans laquelle j'indexais des déclarations en douane. Et j'avais différents champs sur lesquels je voulais chercher des informations. Donc là, pour illustrer le propos, j'ai repris une déclaration en douane, c'est un peu trop compliqué, mais j'ai fait juste une table utilisateur, pardon, avec un champ nom et un champ commentaire. Et je vais insérer 4 éléments dans cette table. Donc, David Pilato, qui est développeur chez Elastic, Maloum Laya, qui a travaillé avec David à la douane, David Gageot, qui est ingénieur chez Doctolib, et puis David, que je ne connais pas. Et le cas d'utilisation que j'avais, et que là j'ai aussi, je veux avoir une petite barre de recherche, l'utilisateur saisit quelque chose, je vais être capable de récupérer des résultats pour mon utilisateur. Très simple. Donc, première implémentation naïve, je fais un select étoile from user where name égale David. Et alors, si vous me suivez, vous pouvez me répondre que ça donne. Quelqu'un? Rien. Ça donne rien. Ça donne rien parce que, en fait, je ne matche pas sur la valeur qui a exactement été renseignée dans la base de données. Donc, ça ne fonctionne pas. Alors, évidemment, hein, je suis ingénieur, bon, je trouve des solutions de contournement, c'est facile. En SQL, on a un like, donc je suis un like %, David %, et ça marche très bien, ça me renvoie mes 3 résultats qui correspondent. Après, pardon, j'ai un utilisateur qui cherche David Pilato, pas de problème, ça marche. Puis des fois, on a des utilisateurs, vous savez, ils sont un petit peu pénibles. J'en ai un qui me cherche Pilato David. Ah, ça marche plus. Pourtant, je sais que j'ai quelqu'un qui s'appelle Pilato David. On le sait, hein, c'est le premier dans ma liste. Mais sauf que comme les termes ne sont pas dans le bon ordre, ça ne marche pas. Pas grave, je suis ingénieur, je sais me débrouiller avec ça. Je peux découper aux espaces la chaîne de caractères que l'utilisateur a saisie. Et puis, je vais faire des combinaisons de like avec des et ou des or, qu'importe. Mais en fait, je vais réussir à trouver mes résultats. Ça peut marcher comme ça. Bon, j'ai 2 champs. J'ai un champ nom, j'ai un champ commentaire. Je peux chercher dans les 2 champs. Là, je cherche dans le champ nom et dans le champ commentaire avec ce que l'utilisateur a saisi, toujours avec la même stratégie de like %. Et je trouve des résultats. Je trouve mes 4 résultats. Je cherche David et je trouve David Pilato, Maloum Laya, David Gageot, David. Alors, c'est troublant au début parce qu'on se dit, mais comment ça se fait, tu trouves Maloum Laya, pardon, alors que tu cherches David. Bon, ça, c'est normal. C'est normal parce que David, il est dans le champ commentaire. Finalement, c'est ce qu'on voulait. Ça, ce n'est pas choquant. Ce qui est choquant pour moi, c'est l'ordre des résultats. En fait, on voit que Maloum Laya arrive en seconde position.
Pourquoi il arrive en seconde position? Parce qu'il a simplement été inséré en second dans la base et donc il arrive dans l'ordre dans lequel il a été rentré. Il n'y a pas de clé de tri ici, il n'y a rien du tout. Pire que ça, alors je m'attendrais à ce que Malumlaya soit à la fin de ma liste. Pire que ça, David, j'ai vraiment l'impression que c'est la personne que je cherche en l'occurrence. Et en fait, lui, il est en dernière position. Alors que je m'attendrais à ce qu'il soit plutôt en première position. Donc là, j'ai de la chance parce que j'ai une base de données qui contient que 4 éléments. Mais imaginez que j'ai des millions d'enregistrements, des millions de lignes, même sans aller à des millions, 100 000 lignes. Si David, il est à 100 millions de lignes, il va falloir que je fasse page suivante, page suivante, page suivante, page suivante pour arriver à mon résultat et éventuellement, je vais l'obtenir. Et le but d'un moteur de recherche, justement, c'est de vous fournir une notion de pertinence. Quand vous êtes sur Google, sur Quant, quand vous cherchez quelque chose, il est rare que vous alliez à la page 2, à la page 3, à la page 10. Enfin, ça n'arrive jamais quand on va à la page 10. C'est vraiment qu'on a éventuellement mal exprimé sa recherche, peut-être. Mais normalement, on s'attend à ce qu'en haut de la première page, on ait les résultats les plus pertinents. Donc, le but d'un moteur de recherche, ça va être de vous apporter cette pertinence, notamment, et ne plus avoir à faire en sorte que l'utilisateur ait à naviguer dans toutes les pages pour trouver son résultat. Autre cas, on cherche avec des typos. Mon utilisateur, toujours pénible, il tape avec des moufles, et puis hop, il a tapé Dadid. Comment on fait pour trouver le résultat? Alors, il y a plusieurs façons de faire. Une solution qui est possible, mais qui n'est vraiment pas jolie, mais qui est possible, c'est de dire je vais essayer toutes les combinaisons possibles. Je vais faire du underscore, enfin, j'essaye tous les caractères et toutes les combinaisons, et ça marche. Fonctionnellement, ça fonctionne. Par contre, on va avoir un petit problème de charge. Et ça, c'est le problème que j'ai eu en douane. Je vous ai dit que j'avais implémenté ma première recherche sur l'outil de gestion des déclarations d'importation et d'exportation de marchandises de douane. Sur cette gestion de déclaration, j'avais mis une petite barre de recherche à la Google où les gens pouvaient chercher par numéro de dossier, par référence, et comme ils ne savaient pas nécessairement toute la référence dossier, j'avais mis un like % dessus. 300 000 déclarations en douane, ça allait à peu près, on tenait à peu près la charge. On avait 5-6 secondes de temps de réponse sur ma base Oracle, ça tenait. Quand on est passé aux millions de déclarations en douane, en fait, ma base de données passait son temps à faire du full scan, à tel point que j'arrivais même plus à chercher de la nouvelle donnée. Et non seulement j'arrivais plus à chercher de la donnée, mais j'arrivais plus non plus à insérer de la nouvelle donnée, parce que ma base passait son temps à faire de la recherche et faire du full scan. Donc on a remplacé avec un égal, et puis on s'est débrouillé comme on pouvait avec ça. Quand vous avez une base traditionnelle pour faire de la recherche, les interfaces de recherche que vous risquez de proposer à vos utilisateurs, elles vont être à peu près de cet ordre-là, ce que vous voyez à droite. C'est très moche, et je ne parle pas de la feuille de style. Ce qui est très moche, en fait, c'est d'imposer à l'utilisateur qu'il ait à se poser des questions lorsqu'il va rechercher. Là, il faut qu'il se pose la question, dans quelle case l'informaticien a rangé ma donnée? C'était dans cette case, c'est dans cette case, c'est dans cette case, c'est dans cette case. Il faut qu'il se pose une question avant de chercher. Le but d'un moteur de recherche, c'est on cherche, et en fonction des résultats qu'on va trouver, si par exemple je match sur un mot-clé, peut-être que je peux mettre en avant les résultats, peut-être que je peux booster les résultats pour qu'ils soient présentés en avant, plutôt que de lui dire dis-moi explicitement dans quelle case tu veux chercher. Voilà, donc ça, c'est des techniques qu'on appelle aussi de la navigation par facette, et je vous montrerai un petit exemple dans Kibana tout à l'heure, comment ça peut marcher. Alors à la place de ça, moi ce que je vous invite à faire, c'est utiliser un moteur de recherche. Parce qu'un moteur de recherche est fait pour chercher. C'est logique. Et qu'est-ce qu'un moteur de recherche? Il faut que vous compreniez ce slide, et si vous comprenez ce slide, en gros, vous avez tout compris du moteur de recherche, ou presque. Un moteur de recherche, c'est composé de 2 éléments, une partie qu'on appelle un moteur d'indexation de documents. Alors, quand je vais parler de documents pendant la session, imaginez pas des PDF, des OpenOffice, etc. Ce n'est pas de ça dont je parle des documents au format JSON. JSON, ce sont des objets exprimés en sorte de JavaScript qui permettent qui ont des champs et des valeurs. Pour chacun des champs de ce document JSON, je vais indexer et créer une structure d'index. Et une structure d'index, c'est ce qu'on trouve à la fin d'un bouquin. Vous avez des termes et vous avez des identifiants d'objets dans lesquels on a trouvé ces termes. Ici, on a indexé des pages, donc ce sont des identifiants de pages que j'ai. Okay, ça marche comme ça. Et ça va être fait pour tous les champs du document. La deuxième fonction du moteur de recherche, c'est chercher. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on ne va chercher que dans les index qu'on a générés. On ne va plus jamais chercher dans la donnée source. Et c'est le cas dans la vraie vie. Quand vous avez un bouquin de ce type-là, vous cherchez le mot fenêtre,
Vous n'allez pas parcourir toutes les pages du bouquin une à une et essayer de trouver le mot fenêtre, non. Vous ouvrez l'index. L'index, vous avez de la chance, il est trié. Les anciens, ils se sont dit, tiens, si on trie l'index, les gens ils vont aller plus vite pour trouver une entrée dans l'index. C'est pareil dans un moteur de recherche et dans Elasticsearch en particulier. L'index, il est trié de façon à aller le plus vite possible à l'entrée de l'index. Et une fois qu'on a trouvé le terme qu'on cherche, on peut ouvrir les objets qui correspondent. Et donc, dans la vraie vie, on peut ouvrir les pages qui correspondent. Voilà, c'est exactement comme ça que fonctionne un moteur de recherche. Quel que soit le moteur de recherche, c'est quasiment toujours de cette façon-là dont ça fonctionne. Et ben, on va voir tout ça avec des démos. J'ai fait une mise à jour tout à l'heure, donc en espérant que ça se passe plus ou moins bien. On va voir ce que ça va donner. Alors, hop, faut que je passe ici. Alors, ma démo, je vous ai dit, elle tourne dans mon instance cloud. Donc, dans cloud, vous pouvez créer des déploiements. Vous avez 14 jours gratuits sans carte bancaire, sans quoi que ce soit. Et je vous enverrai un lien d'ailleurs à la fin à ceux qui se sont inscrits. Vous aurez une trentaine de jours gratuits si vous voulez tester tout ça tranquillement. Donc, j'ai créé une instance. Juste pour vous dire, elle a 4 gigaoctets de mémoire, de RAM. Et donc, on a alloué 2 gigas de RAM pour l'instance Elasticsearch. Donc, vraiment pas grand-chose. Si je regarde, et non, et encore, c'est même pire que ça. C'est 4 gigas en tout. Donc, on a 2 gigas de RAM pour la machine qui fait tourner un Elasticsearch et on a 1 giga de RAM pour Elasticsearch lui-même. Donc, pas grand-chose dans la démo que je vais vous montrer. Vous pouvez activer plein de trucs là-dessus. Il y a des montées de version à un clic, il y a du backup automatique. Enfin, tout ça, c'est géré automatiquement pour vous. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ouvrir mon instance Kibana. C'est pas ça. Elle est où? Elle est là. Voilà. Donc, quand je suis dans Kibana, mon premier écran d'accueil sur lequel j'arrive, c'est celui-là, et qui vous propose de rajouter vos données. Vous pouvez, si vous avez un jour, vous ne savez pas comment insérer de la donnée dans Elasticsearch, vous essayez ce petit bouton, la Try Sample Data, et là, vous pourrez rajouter des exemples de données qui vont vous permettre ensuite de jouer avec. Moi, je vais insérer mes propres données exemples, mais vous pouvez utiliser ça. Ça vient avec des dashboards, ça vient avec plein de trucs. Voilà, vous pouvez utiliser ça. Je vais aller dans un espace qui s'appelle, alors il y a plein de fonctionnalités dans Kibana, mais moi, ce qui m'intéresse là, c'est d'aller dans DevTools. DevTools, ça va me permettre de passer des requêtes sur Elasticsearch sans faire du curl en ligne de commande qui est très verbeux, parce qu'il faut passer plein de paramètres. Donc là, ça va me simplifier un petit peu tout ça. Donc par exemple, quand je fais get slash, c'est l'équivalent de faire un curl, l'URL de mon service, slash, s'authentifier, et ça nous renvoie un petit document au format JSON, voilà, ça ressemble à ça, où j'ai par exemple le numéro de la version. Donc ça, c'est la toute dernière version qu'on a de disponible. Alors, la première chose que je vais faire, je vais vérifier que je n'ai pas d'index qui existe. Non, je n'ai aucun index qui s'appelle personne qui existe. Donc, je vais créer un premier document. Ce que je vais vous montrer, c'est comment on envoie des documents vers Elasticsearch. Donc, la première chose, je vais faire un appel HTTP avec le verbe put sur l'URL personne. Ça, c'est le type du document. C'est une notion qui va disparaître dans la prochaine version. Il n'y a plus de type, donc mettez underscore doc. Et David, c'est le petit nom que je lui donne. OK. Je crée un document et sur ce document, je lui montre qu'il a un champ nom dans lequel la valeur est David Pilato. Qu'a fait Elasticsearch? Il a fait plusieurs opérations. La première chose qu'il a faite, c'est il a dit tu me parles d'un index qui s'appelle personne. J'avais aucune idée qu'il y aurait un index qui s'appellerait personne, donc je vais créer une structure de données pour cet index personne. Deuxième chose, il dit maintenant tu me parles d'un champ nom. Je ne connais pas l'existence de ce champ nom. Donc je vais créer une structure de données par défaut qui va me permettre de gérer l'indexation des noms. En gros, ce que je vous décris, c'est comme s'il avait fait un create table automatique en fonction de la donnée qu'il venait de recevoir. Ensuite, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire comme on a une chaîne de caractères ici, il va faire ce qu'on appelle de l'analyse de texte. L'analyse de texte, ça va nous permettre de découper la chaîne de caractères aux espaces et notamment de tout mettre en minuscules, d'enlever éventuellement des noms courants de la langue française ou de la langue anglaise, etc. Donc, il y a plein d'opérations qui sont faites. Et ça va nous permettre ensuite de faire des recherches efficaces. Et je vais vous montrer à quoi ça correspond exactement tout à l'heure. Ensuite, il va indexer ce qu'il vient d'analyser. Dans mon index inversé, rappelez-vous la structure à la fin d'un livre, hein, c'est ça. Donc, c'est ce qu'il va faire. Donc, en gros, il va dire j'ai une entrée qui est David, j'ai une entrée qui est Pilato, donc 2 entrées dans l'index, et tout ça, je le relie au document qui s'appelle David. Voilà ce qu'il crée dans l'index.
Et ensuite, il va stocker ça dans un champ très particulier d'Elasticsearch qui s'appelle underscore source. Il va stocker ce document JSON. Ce qui veut dire que quand je fais un get, pour récupérer mon document par son ID, et bien en fait, je suis capable de voir ici, de récupérer ce fameux champ underscore source dont je vous parlais à l'instant. Donc, j'ai fait du create, j'ai fait du get. Pour mettre à jour un document, en fait, je vais représenter le document entièrement et je vais lui redonner en fait toutes les valeurs qui sont nécessaires. Là, en même temps, en passant, je vous montre qu'on peut faire des objets imbriqués. Donc, j'ai un objet qui s'appelle adresse et dessous, j'ai une valeur qui s'appelle city. Donc, je vais avoir un champ dans Elasticsearch qui va s'appeler adresse.city en fait. Donc, si j'exécute ça, que va faire Elasticsearch? Il va dire, tu me parles d'un champ adresse.city, je ne le connais pas, il faut que je mette à jour mon schéma. C'est comme s'il faisait un alter table automatique. Ensuite, il va refaire ce qu'on a fait tout à l'heure, analyse de texte, séparer aux espaces, etc. Réindexer pour le champ nom et réindexer la valeur pour le champ adresse.city aussi. Et stocker tout ça dans le champ underscore source qui me permet de récupérer mon document. Et enfin, je peux effacer un document avec le verbe delete. Et quand je fais un get, j'ai une erreur 404, le document n'existe plus. Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est simplement du CRUD pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Create, read, update, delete. Voilà comment on envoie et on gère des documents dans Elasticsearch. Il y a d'autres API pour envoyer des documents, une API qui s'appelle Bulk, je ne vais pas vous la montrer ici, mais c'est ce dont je vais me servir dans la démo et vous allez voir que ça sera assez rapide. Alors, maintenant, on va faire de la recherche parce qu'on est là pour ça quand même. Donc, je vais créer quelques autres documents. Je vais créer une dizaine de documents où je vais rajouter un champ commentaire, là, puis je vais mettre ici, c'est Sergi, j'habite à Sergi, hein, c'est pour ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pourquoi pas. Je vais créer 2 ou 3 documents avec ici, c'est Sergi Pontoise. Et puis, je vais créer un document, allez, ou deux, avec ici, c'est Pontoise. Alors, avec ça, ici, je vais pouvoir exécuter une recherche. Donc, l'API de recherche, j'appelle le endpoint underscore search. Je le fais ici. Qu'est-ce que me répond Elasticsearch? Il me répond qu'il trouve 15 documents qui répondent à mes critères. Je n'ai pas de critères, donc tous les documents. Et voici les documents qui correspondent à ma recherche. Donc ici, en fait, il me donne les 10 premiers. Par défaut, j'ai les 10 premiers. Vous pouvez passer des paramètres. Bon, alors soit dans la ligne de commande, soit ici, vous pouvez mettre des paramètres from et size, par exemple. Vous voulez mettre size égale 20. Ben là, je vais avoir les 20 premiers documents. Donc, en fait, mes 15 documents vont tous être là. OK. Je vais faire une requête maintenant pour être un peu plus précis. Maintenant, je veux chercher quelque chose. Donc, je vais faire une requête de type match. Alors, ce qui est bien dans Kibana, quand on utilise la dev console, c'est qu'on a accès à l'autocomplétion, donc c'est assez pratique, hein, plutôt que de s'embêter avec les accolades et tout ça. Et dans le champ commentaire, je veux chercher si j'ai, par exemple, Sergi. Alors oui, il me trouve 13 documents. Ouais, j'ai du ici, c'est Sergi, donc tout va bien. Alors, ce qui est marrant, c'est que je peux chercher des trucs comme ça. Sergi, point d'exclamation. Ouais, ça fonctionne. Pourquoi ça fonctionne? Parce que l'analyseur de texte dont j'ai parlé tout à l'heure, qui nous a servi à créer notre index, en fait, il est aussi utilisé lorsqu'on fait de la recherche. Donc, on va passer par la même chaîne de caractères, par le même traitement pardon, des chaînes de caractères. Et au lieu de chercher Sergi, point d'exclamation, on va chercher Sergi en minuscule, c'est exactement la même chose. Et ça correspond au même résultat. Alors, je peux chercher Sergi Pontoise. Je cherche. Alors, je trouve Sergi Pontoise. Qu'est-ce que je trouve? Je trouve du Sergi et je trouve un peu de Pontoise. Ce qui est intéressant dans le résultat, c'est l'ordre dans lequel j'obtiens mes résultats. On voit que Sergi Pontoise, en fait, il est au début de la liste. Ah bah oui, c'est logique. Je ne l'ai peut-être pas inséré de cette façon-là, d'ailleurs. Je crois que j'avais inséré des Sergi d'abord. Ouais, c'était ceux d'après que j'avais inséré des Sergi Pontoise ensuite. Donc, Sergi Pontoise, il est en haut de ma liste. Pourquoi ça? C'est parce que Elastic trie selon ce qu'on appelle un score de pertinence. Et le score de pertinence, c'est ce qu'on voit ici. Là, il est calculé. Ça n'a aucune valeur, genre, ce n'est pas un pourcentage de termes trouvés ou ce genre de choses. Hein. C'est juste, ça nous permet de trier les termes, les documents, pardon. Donc, on calcule un score de pertinence sur nos documents. Et on voit que, par exemple, Sergi Pontoise, il a un score de 1,122. Pontoise, les documents avec Pontoise, il a un score de 1,09. Et Sergi,
il a un score de 0,17. Pardon, pas 1,09 et 0,17. Je pense que la somme des deux doit faire à peu près 1,222. Alors, comment est calculé ce score? Il y a plusieurs trucs qui rentrent en ligne de compte. Pardon. La première chose, c'est quelle est la fréquence des termes que je cherche dans les documents. Ici, je vois que j'ai les termes Cergy et Pontoise qui se cumulent. Donc, ces termes sont assez fréquents dans le document. Donc, ça monte le score et ça va monter le document vers le haut. Très bien. Donc, ça explique pourquoi j'ai Cergy Pontoise en premier. Ça n'explique pas pourquoi j'ai Pontoise qui a un score supérieur à Cergy, parce que finalement, Cergy, il y a un terme, Pontoise, il y a un terme. On pourrait se dire que ça doit avoir le même score. Non, ce qui rentre aussi en ligne de compte, c'est la rareté des termes. Plus vous allez trouver des termes rares de façon fréquente dans votre document, plus le document va être pertinent. Ici, Pontoise, j'ai indexé que 2 documents. Or, des Cergy, j'en ai indexé beaucoup, et des Cergy Pontoise aussi un petit peu. Donc la Pontoise devient un document finalement assez rare. Si je me mets à indexer beaucoup plus de Pontoise, maintenant Pontoise va devenir un terme beaucoup plus fréquent. Et si je recherche à nouveau, j'espère. Donc Cergy Pontoise est toujours en premier, mais on voit que maintenant c'est Cergy qui est passé devant. Parce que finalement, Cergy est devenu un peu plus rare que Pontoise. Donc voilà, on remet le document en avant. Et ce qui rentre aussi en ligne de compte, c'est la longueur du texte dans lequel vous cherchez. Typiquement, quand vous cherchez dans un titre de livre, si vous trouvez le résultat, ça a beaucoup plus de poids que si vous cherchez dans tout le corps du livre. Ouais, parce que dans le corps du livre, ça va être noyé dans la masse. Donc, plus vous trouvez en fait, de façon fréquente des termes rares dans des textes courts, plus le document est pertinent. Ça, c'est l'algorithme par défaut de recherche d'Elasticsearch. C'est modifiable, vous pouvez influer sur plein de choses, vous pouvez booster des champs, vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses très, très avancées. Voilà, ça, c'est ce que je voulais vous montrer. Alors, je vais effacer mon index personne et puis on va travailler sur un volume un peu plus important. Donc, ce que je vais vous montrer ici, c'est que là, pour l'instant, je n'ai pas de document, dans mon index dans personne. Je n'ai plus rien, je n'ai plus d'index. Donc, je vais régénérer du volume. Pour ça, je vais utiliser un injecteur que j'ai développé en Java. Alors, c'est tout simple. Donc, j'appelle mon injecteur, il va se connecter à mon nœud Elasticsearch, et ce qu'il va faire, c'est qu'il va générer des documents aléatoires alors, en mémoire. Tous les 10 000, il va les flusher vers Elasticsearch avec ce qu'on appelle l'API bulk. Et ces documents, qu'est-ce que c'est? Ce sont des personnes physiques générées aléatoirement. Je vais vous montrer un exemple de document dans un moment. Donc là, il se connecte à mon cluster Elasticsearch. Et il y va, il génère 1 million de documents et tous les 10 000, il envoie à Elasticsearch. Mes documents, ça ressemble à quoi? J'ai un champ nom, voilà, un peu comme tout à l'heure. J'ai la date de naissance, j'ai le genre de la personne, j'ai le nombre d'enfants, j'ai des compteurs marketing qui correspondent un petit peu à des centres d'intérêt. Et puis, j'ai une adresse qui est structurée comme ça. Ici, j'ai le pays, la ville, ce qu'on voyait, oui, on a vu ça tout à l'heure, oui, dans l'exemple. Et puis ici, des coordonnées géographiques latitude. Dans la ville, j'ai généré un rectangle et de façon aléatoire, je vais essayer de mettre des points dans le rectangle. Et, voilà. Et j'en génère comme ça, tous les 10 000, je flush vers Elasticsearch. Alors, ce qui est intéressant de regarder, c'est quand je vais exécuter mes requêtes, je vois que pour l'instant, j'ai 310 000 documents qui reviennent. Et quand je continue, je vais voir qu'en temps réel, 360 000 documents, 380 000 documents, 390 000. Donc, on voit qu'en temps réel, ça s'injecte de façon assez rapide. Là-dedans, je peux faire comme tout à l'heure. Je peux faire une query. Et pendant que c'est en train d'indexer, qu'est-ce que je vais faire? Une match. Sur mon champ nom, je veux voir est-ce que j'ai des Joe. Pendant que c'est en train de s'indexer, en temps réel, je peux aller chercher de l'information dans ce volume de documents. Je vois que là, j'ai 938 documents qui correspondent. Alors ça, j'ai ramené ça en 31 millisecondes. OK, je réexécute. 1080 documents, 1102 documents, etc. Alors, pour ne pas avoir tous les documents, je peux changer la taille de la page. Je vais mettre 0. Voilà. Là, j'ai 1210 documents. Okay. Intéressant. Alors, on va voir à combien j'en suis. Je n'ai pas encore fini. D'habitude, je finis un petit peu plus vite. Je ne sais pas. Ça a dû... Je dois avoir ralenti un petit peu mon trafic. Je ne sais pas pourquoi. Ah si, je sais. J'ai modifié un paramètre tout à l'heure. C'est pour ça que ça a ralenti un petit peu. Bon. Normalement, ça aurait déjà dû être fini. Qu'importe. Ce que je vais vous montrer, c'est une autre possibilité d'Elasticsearch.
On a fait des requêtes jusqu'à présent et on obtient un certain nombre de documents. Ici, par exemple, ça va être 1 million qui doivent être maintenant finis. Mais ce million de documents, à quoi il correspond? J'aimerais bien pouvoir faire une sorte d'analyse de mes documents. Donc pour ça, on peut utiliser ce qu'on appelle le framework d'agrégation. Et je peux dire, je vais faire une petite agrégation, ça c'est le nom que je lui donne, je l'appelle par genre. Je voudrais faire ce qu'on appelle une terms agrégation sur le champ genre pour avoir la distribution en fait, de mon résultat sur le champ genre. Ici, donc, sur mon million de documents, alors là, c'est hyper intime parce que ça doit être un petit peu, ça doit être vraiment, les fichiers doivent être cachés sur le système. En tout cas, je sais que sur 1 million de documents, je sais que ma répartition entre les hommes et les femmes est de 510 000 pour les femmes et 490 000 pour les hommes. OK. Je peux en faire une autre. Je vais rajouter ici une autre agrégation. Donc celle-là, je vais l'appeler par année. J'aimerais bien avoir la distribution de mes individus par année de naissance. Donc je vais faire un histogramme de date sur le champ date de naissance et je lui dis fais-moi un bucket par année. Donc compte-moi le nombre d'individus par année. Vous avez vu, ça, ce n'est pas des requêtes que j'ai précalculées. C'est vraiment, là, j'ai envie d'interroger Elasticsearch, je lui pose la question maintenant. Donc on va voir, la première requête peut me coûter un peu cher. Bon, pas trop, ça va. C'est 85 millisecondes. Et il me dit que sur mon million de documents, en 1940, j'ai 14 346 individus. En 1941, j'en ai 14 228, etc., etc., année par année, jusqu'à la fin où j'en ai, en 2009, j'en ai 14 325. Et j'ai toujours mon agrégation par genre. Que d'ailleurs, je peux réutiliser. Je vais la reprendre, celle-là. Et en fait, sous mon histogramme de date, je vais lui rajouter, je vais lui dire, fais-moi une sous-agrégation. Et je voudrais avoir, ça, je ne me trompe pas, ouais, c'est ça. Je voudrais avoir maintenant, par année, la répartition homme-femme. Okay, donc j'ai d'abord, au niveau, j'ai la répartition homme-femme, j'ai une répartition par année. Pour chaque année, maintenant, je voudrais la répartition homme-femme. Bah, pareil, j'exécute ça. En 148 millisecondes, sur mon million de documents, je sais qu'en 1940, j'ai toujours 14 346 individus, mais j'ai 7 296 femmes et 7 050 hommes, etc., année par année. Allez, on va s'en rajouter une autre petite pour le fun. Ici, on va se rajouter une autre agrégation. J'ai le nombre d'enfants. Eh bien, j'aimerais bien calculer la moyenne du nombre d'enfants. Donc, par année, homme-femme, et par homme-femme, le nombre moyen d'enfants. J'exécute. 282 millisecondes plus tard, en 1940, toujours 7 296 femmes, mais qui ont 1,96 enfants en moyenne. Rappelez-vous que tout ça, c'est couplé avec un moteur de recherche full text. Donc, si je refais ma query de tout à l'heure, que je fais un match sur le champ nom et que je cherche des Joe, bah, sur mon million de documents, en 12 millisecondes, je sais que j'ai 1592 de Joe. En 1940, j'en avais 18, 15 femmes aussi, et qu'il y avait 2,466 enfants en moyenne. Donc ça, pour moi, la première fois que j'ai découvert ça, quand j'étais en douane et que j'ai mis Elasticsearch la première fois en place et que je me suis pris ce résultat-là, alors que j'avais des batchs qui tournaient pendant toute une nuit pour me calculer ça et me faire des statistiques, je me suis dit, waouh, il y a un truc extraordinaire avec ce projet. Et effectivement, alors il n'y a pas de magie dans tout ça, c'est une des structures de données qui sont hyper bien foutues. On a des structures de données, je vous ai dit, par index pour faire la recherche par full text search qu'on a vu tout à l'heure. Et puis pour les statistiques, l'approche un petit peu verticale, on a des structures de données orientées colonnes. Si vous connaissez Cassandra, c'est un petit peu comme si on avait du Cassandra à l'intérieur d'Elasticsearch pour faire ces données-là, ce calcul. Donc super, tout ça c'est sympa. Par contre, ce n'est pas du tout sexy pour nos utilisateurs. Donc je vais vous montrer maintenant Kibana avec ce pourquoi il a été fait initialement, c'est-à-dire pour faire de la data visualisation. Donc pour faire de la data vis, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les analytics et là on va essayer de découvrir notre dataset. Donc je vais dans l'onglet Discover. Il me dit que j'ai rien dans mon index, c'est normal parce que je cherche sur les 15 dernières minutes. Mon dataset, il est entre 1940 et 2010, donc il faut que je zoome un petit peu plus large. Donc voilà, j'ai bien 1 million de hits, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Et ici, j'ai des hits par année. Ce que vous voyez ici en vert, c'est le résultat du date histogramme qu'on a vu tout à l'heure, finalement, où j'ai le compte de nombre de personnes par année. Ici, j'ai mes documents au format JSON qui sont un peu aplatis, mais je peux sélectionner pour mettre ça en forme de façon plus jolie, les valeurs que je veux vraiment afficher.
Je peux enregistrer ça pour l'utiliser plus tard. Et là-dedans, je peux faire ma recherche. Hein. Vous vous rappelez de Medjo? Les voilà. Je vois Medjo maintenant. Je vois la distribution de Medjo par année. Je suis en train de comprendre un petit peu comment mon dataset est fait. Super. On peut faire autre chose. On peut faire avec les analytics, on peut faire ce qu'on appelle des dashboards. Donc, je vais créer un nouveau dashboard. Alors là, il est vide. Et je vais commencer par créer des visualisations pour mettre des pavés graphiques sur mon dashboard. Donc, ça se fait par du drag and drop. Après, vous avez des trucs que vous pouvez faire à la main aussi. Hein, mais là, il y a du drag and drop. Je vais faire, par exemple, je vais avoir quelque chose sur les années de naissance. Bon, bah, je vais me faire ici, je vois ma répartition. Comme on avait tout à l'heure, hein, finalement, c'est exactement la même chose par année. Vous avez la même vue que tout à l'heure. Mais je peux dire, vous vous rappelez, tout à l'heure, on faisait par année, puis après, on splittait homme-femme. Ben là, je rajoute les hommes-femmes. Et donc là, je suis en train de voir le split année homme-femme. Ça, je peux le sauvegarder. C'est ce que je vais faire. Et je vais le rajouter sur mon dashboard. Donc voilà, maintenant, il est disponible. Rappelez-vous aussi, j'avais tout à l'heure mes hommes-femmes de haut niveau. Ben voilà, mes 490 000 hommes et mes 510 000 femmes, les voilà, je les vois maintenant sous forme de donut. Hop, je rajoute ça. Donc ça, vous mettez ça en forme, vous l'éditez, vous faites ce que vous voulez avec, vous faites, voilà, faites un beau truc, vous le sauvegardez et avec ça, vous allez pouvoir le partager avec vos utilisateurs ensuite. Moi, j'ai déjà fait un dashboard, celui-là, je le bien, qui s'appelle Person Dataset. Et celui-là, il contient déjà ce que je viens de vous montrer, mais qui est déjà tout fait, que j'ai déjà préfabriqué, si vous voulez, de façon à aller un petit peu plus vite. Donc ici, je vois que j'ai mon million de hits. Ici, j'ai ma répartition par année de naissance répartie homme-femme. Et puis aussi le nombre. C'est quoi qu'est-ce que j'ai fait tiens, oui, il m'affiche une drôle de valeur. Ah, il m'affiche ça en pourcentage. Ah oui, le nombre d'enfants en moyenne, mais en pourcentage. Ok, c'est ça. Donc là, c'est très bien réparti. Dessous, la répartition homme-femme, comme on a vu tout à l'heure. Ici, j'ai fait une répartition à plusieurs niveaux. Donc d'abord par pays, puis ensuite par ville. Donc, vous avez cette distribution. Ici, je vous ai parlé tout à l'heure de coordonnées géographiques latitude-longitude. Donc en fait, en utilisant les coordonnées latitude-longitude, je peux mettre sur une map où sont mes clusters de personnes. Je peux faire de la recherche géographique aussi, évidemment. Voilà, tout ça est possible. Je vous ai dit d'habiter vers Cergy, par là. J'ai différents clusters de données. Voilà. Hop. Vous voyez, j'ai fait ça dans un rectangle. Hein. J'ai vraiment généré dans un rectangle. Donc on voit ici, dans ce cluster-là, j'ai 5684 personnes qui habitent à Cergy à cet endroit. Rappelez-vous, c'est du random, hein, c'est du fake, hein, ça n'existe pas. Ça. Ouais, dessous, j'ai mon dataset. Et là, on peut faire ce qu'on appelle la navigation par facette. La navigation par facette, c'est ce que vous trouvez sur les sites marchands. Vous pouvez chercher les individus. Alors tiens, la première chose que je vais faire, c'est que je vais chercher mes Joe. Je vais vous montrer les Joe un petit peu à quoi ça ressemble. Ben, voici mes Joe. Et mes Joe, immédiatement, là, en quelques millisecondes, vraiment, je sais où sont mes Joe. J'ai mes 413 Joe qui sont des femmes, voilà, je les vois. Je sais qu'à Cergy, pardon, j'ai des Joe. Ils sont ici, tiens, je vais un peu zoomer par là, mais je vais essayer d'en voir. Je m'approche, normalement, il doit m'afficher les personnes, normalement. Je ne sais pas si zoomé, peut-être. Ah, voilà. Ici, j'ai Oscar Joe, voilà, qui habite à cet endroit-là. OK. Qu'est-ce que je peux faire d'autre là-dessus? Alors, je vais voir, tiens, mon million de documents. Je vais enquêter un petit peu dessus. Je vais regarder ceux qui sont nés dans les années 70. Ouais, bah, c'est moi. Hein. Tiens, si je vais zoomer un petit peu ici. Donc là, je vois la répartition, je vois des clusters et puis je vois des Joe femmes et des Joe hommes. Tiens, je vais regarder que les femmes. Je clique dessus. Maintenant, je ne vois plus que pardon, j'ai dit les Joe, non, non. Je ne vois que les individus nés dans les années 70 qui sont des femmes. Qu'est-ce que je peux faire d'autre dessus? Je peux voir tiens, que ceux qui habitent à Cergy. Bon, là, évidemment, ça va du coup ne me montrer que la même vue, puisqu'on est sur Cergy-Pontoise. C'est à peu près la même chose. J'ai 2786 individus nés dans les années 70 qui vivent à Cergy. Et ce que je peux même faire, c'est dire, tiens, je vais dessiner une petite forme. Alors moi, j'habite dans ce coin-là, dans ce quartier. J'habite dans ce quartier et je veux voir toutes les femmes nées dans les années 70 qui habitent dans mon quartier. Si vous voulez, j'ai refait mythique. Hein. En fait, voilà,
On est dessus. Alors, comme ma femme utilise le même service que moi, je vais faire une exclusion des résultats. Je vais prendre toutes celles qui habitent à Cergy, mais pas directement les voisines, parce que c'est des copines, il ne faut pas quand même non plus exagérer. Donc, tout ça pour vous dire qu'à partir du moment où vous avez de la donnée dans Elasticsearch, bah, vous pouvez la faire parler comme vous avez envie. Il suffit de mettre des visualisations comme ça. Si là, j'indexe de la nouvelle donnée, vous allez voir en temps réel les données se mettre à jour et évoluer naturellement. Voilà, vous n'avez pas à avoir des batchs qui tournent la nuit pour pré-calculer des choses. C'est quand vous avez envie, vous le faites. Je vous montre un dernier petit truc. Je vous ai dit je vous ai montré ici un dashboard qui est plus ou moins joli. C'est quand même pas mal, mais c'est plus ou moins joli. Si vous voulez faire des animations qui tournent sur vos écrans, c'est pas celui-là du tout que je voulais faire, vous pouvez aussi utiliser cet outil-là. Alors, vous voyez, là, c'est en fait, je faisais ça pour des démos, c'était des slides. Je dis, voilà, je vais vous présenter Elasticsearch, voilà la stack élastique, un peu ce que je vous ai montré tout à l'heure, je suis un évangéliste, blablabla. J'ai un dataset, j'ai 1 million de documents dans mon dataset, voici les changés et compagnie. Et en fait, ce que je vous montre ici, ça ressemble à des slides, mais ce n'est pas des slides. Ce sont des slides connectés à Elasticsearch, c'est-à-dire que c'est fait connecté sur des valeurs en temps réel. Là, ce que vous voyez, le million de documents, c'est la vraie valeur, c'est le vrai compte de personnes que j'ai dans mon cluster Elasticsearch. Ici, ce que vous voyez, c'est la répartition par pays. Ici, ce que vous voyez en rose et bleu, c'est la répartition par genre. Ici, vous voyez la répartition par année en bas, l'histogramme de date qu'on a vu tout à l'heure, réparti par genre. Ici, vous avez une liste de personnes qui correspondent aux critères, etc. Si je fais du tri, je regarde ceux qui vivent en France, par exemple. Ben voilà, maintenant, je ne vois plus que les individus qui vivent en France. Et là, je ne vois plus que les femmes qui vivent en France. Décidément, j'ai un truc. Voilà mes 127 451 personnes. Et quand je retourne dans mes slides, je vois que j'ai un dataset de 127 451 personnes. Donc, tout ça pour vous montrer que vous pouvez faire des choses super avancées avec cet outil qui s'appelle Canvas, qui est compris dans Kibana aussi. Vous pouvez faire des choses comme ça, par exemple, si vous téléchargez, vous installez le dataset démo de e-commerce, ça vient avec une présentation comme ça de Canvas du site e-commerce avec les consommations, les ventes pour les hommes, pour les femmes, le type de vente, la distribution des ventes, etc. Et tout ça, vous pouvez le mettre sur un mur d'écran chez vous, avec une rotation de chacune des pages automatique, un rafraîchissement automatique et tout ça. Donc ça, c'est quand même assez pratique. Voilà ce que je voulais vous montrer pour les démos. Est-ce que je voulais... Combien de temps j'ai mis j'ai mis 2 minutes pour injecter mon dataset à peu près. Bon, c'est un peu long, mais normalement, ça peut être plus rapide. Bon, pour finir sur la présentation, avant qu'on ait des questions, n'hésitez pas à m'interrompre d'ailleurs si vous avez des questions. Sur la suite élastique, donc je vous ai dit que la suite élastique était composée de tout ça. On a plusieurs solutions qui tournent au-dessus de ça, qui s'appellent Enterprise Search. Alors, malgré son nom, on a l'impression qu'Enterprise Search nécessite une licence entreprise. Ce n'est pas le cas. Il y a des fonctionnalités qui vont nécessiter des licences commerciales, mais encore une fois, la solution Enterprise Search est disponible gratuitement. Et par exemple, dans la solution Enterprise Search, vous pouvez avoir une des choses qu'on couvre avec cette solution, c'est, imaginez, vous voulez faire une sorte de Google sur toutes les données de votre entreprise, les documents qui viennent de vos Jira, de votre GitHub, qui viennent de votre Google Drive, de votre Dropbox, de votre Gmail, tout ça fédéré au même endroit, avec la possibilité de rechercher à l'intérieur de tout ça et de retrouver les documents que vous cherchez, etc. Donc voilà, essayez-le, c'est gratuit, et c'est super sympa. J'aime beaucoup ce use case. Observability, comme son nom l'indique, c'est pour tout ce qui est observabilité, donc les logs, les métriques, l'APM, le uptime, etc. Ça vous donne des applications spécifiques, un petit peu comme celle-là, par exemple, c'est du Kubernetes, ça, ou du Docker, je ne sais plus. Bon, moi, c'est du Docker. On voit à l'intérieur de notre machine quelles sont toutes les instances Docker qui tournent et quelles sont les consommations CPU ici par machine, etc. Donc, voilà, des vues très pratiques pour savoir ce qui se passe. Toutes les données qu'on collecte, les logs, les métriques, peuvent servir dans un autre cas d'utilisation, et notamment dans la partie Security Analytics. Donc là, on a, pareil, une solution gratuite qui vous permet de faire des enquêtes. Si vous avez eu une intrusion dans votre système d'information, vous avez collecté toute cette information, les logs, etc. Vous allez être capable d'enquêter, vous allez être capable d'isoler aussi les machines pour dire, hop, j'isole la machine pour pas que le système
un malware ou un virus, enfin, en gros, se propage. Vous avez une vision complète ici sur ce type de vue graphique, où vous voyez exactement comment le truc s'est propagé et d'où il est venu. Bah, par exemple, c'est venu d'un Outlook, sans doute une pièce jointe qui s'est ouverte dans Excel, et paf, ça m'a généré plein de saloperies derrière. Et voilà, vous avez cette vision-là qui est disponible. J'en parle pas plus ici. Alors, c'est utilisé partout, mais vraiment partout. Le petit robot qui est sur Mars, en fait, il envoie toutes ces données dans un cluster Elasticsearch, et avec ça, ils essayent notamment, un des use cases qu'ils ont, c'est d'optimiser la batterie pour les différentes missions qu'ils vont avoir. Et donc là, ils continuent au niveau de la NASA à utiliser massivement Elasticsearch pour leur cas d'utilisation. Euh, D'ailleurs, sur GitHub, on a récupéré le badge. Je suis très content sur mon profil. J'ai le badge mon code, parce que j'ai contribué à Elasticsearch. Mon code tourne sur Mars, en fait. C'est assez sympa. En parlant de GitHub, vous cherchez dans des milliards de lignes de code en quelques millisecondes. C'est Elasticsearch qui vous répond derrière. Si vous faites du code aussi, Stack Overflow, pareil, vous cherchez dans Stack Overflow, ce qu'on fait tous quand on est développeur. Bah, en gros, vous cherchez dans Elasticsearch, dans plein de questions, dans des réponses. Wikipédia, quand vous cherchez dans la petite barre de recherche Wikipédia, vous tapez dans des Elasticsearch avec les problématiques de la langue qu'il y a derrière, etc. Mon gamin, il est super fan de savoir que son papa, il travaille sur un projet qui est utilisé par Roblox. Voilà, c'est vraiment, vraiment partout, partout, partout. Je ne vais pas en dire plus là-dessus. Quand vous cherchez un driver sur Uber, en fait, derrière, il y a un Elasticsearch qui tourne. Alors, ils ont fait des polygones pour essayer de localiser les gens et ils essayent de trouver quels sont les polygones les plus proches. Et ils ont mis tout ça dans un cluster Elasticsearch. Il y a un super talk là-dessus qui est disponible sur notre site, si vous voulez le voir. Quand vous cherchez pour des restaurants, ça utilise par exemple AppSearch. AppSearch qui fait partie de la solution Enterprise Search, qui simplifie un petit peu l'accès à Elasticsearch et qui vous propose des interfaces pour mettre en promotion, en avant des items, etc. Et bon, tout un tas d'outils d'administration derrière. Si vous cherchez pour l'amour, voilà, Tinder. Si vous utilisez Tinder, sachez qu'un jour, ce sera grâce à nous que vous allez trouver l'amour. Pareil pour Mythic. Si un jour vous cherchez sur Mythic, voilà, vous saurez que vous avez trouvé l'amour grâce à nous. Voilà, covoiturage. Alors, dans les banques, les assurances, c'est vraiment déployé partout. Dans l'industrie aussi. Chez PSA, par exemple, ils avaient un super cas d'utilisation que j'aimais beaucoup, où ils monitoraient les différentes chaînes de production dans les différentes usines du monde. Ils remontaient ça dans un dashboard Kibana et avec ça, ça leur permettait de prévoir un petit peu à l'avance qu'ils allaient tomber sur une panne et vraisemblablement une rupture d'approvisionnement quelque part. Donc, ça leur permettait de détecter très très vite cette information. Les enjeux de la télé-réalité, alors j'aime beaucoup ce cas d'utilisation. Indexation du forum des anges de la télé-réalité. Pourquoi je l'aime? Parce que en fait, c'était en 2012, je crois, 2011-2012. Le gars m'avait contacté et il m'a dit, je mets en place Elasticsearch sur le forum des anges de la télé-réalité. Il me dit, je l'ai choisi parce que, en fait, entre le moment où j'ai démarré mon projet et le moment où je suis parti en production, il s'est passé une demi-journée de travail. Les API, vous avez vu, elles sont super simples. Envoyer des documents, c'est rien à faire. Faire une barre de recherche, faire des résultats et une pagination, c'est rien à faire. Il y a juste 2 appels HTTP à faire et c'est réglé en fait. Alors, il ne s'est pas embêté avec l'analyse de texte. De toute façon, pour ce contenu-là, on s'en fout un peu. Mais voilà, et en une demi-journée de travail, il avait réussi à mettre en prod son projet et c'était à l'époque. Maintenant, il ira encore plus vite parce qu'en plus, il a perdu. Voilà, pour finir, on a une communauté qui est super importante en France. On a un espace dans community.elastic.co. On fait des meet-ups tous les 6 semaines où on parle de différents cas d'utilisation. Le prochain, par exemple, et moi je trouve assez intéressant, c'est un gars qui fait des analyses des textes politiques sur Twitter et il insère tout ça. Alors, il fait l'analyse de texte en Python et ensuite il envoie tout ça dans Elasticsearch. Avec tout ça, il fait des petits dashboards Kibana pour analyser les discours politiques. Donc, je pense que ça va être assez intéressant. C'est dans 5 semaines, si ma mémoire est bonne. Ensuite, il y aura un truc sur APM. Ensuite, il y aura un truc sur Hibernate Search. Donc, voilà, on a plein de choses. Donc, inscrivez-vous. Le compte Twitter à suivre, c'est Elastic.fr. Si vous vous inscrivez, vous serez au courant des nouveautés. Et enfin, on a un forum, notamment une partie en français aussi, où les ingénieurs Elastic répondent, notamment, donc discuss.elastic.co. Je vous invite à y aller. Voilà, c'est tout pour moi.